Voilà. Et Oui, puis, par mon anglais. oui, mais ça veut dire que ça commence. Bon. Bonjour et merci beaucoup Auckland de nous inviter une nouvelle fois à parler de l'Afrique et des enjeux impérialistes. Et donc, ça nous a fait un peu travailler là-dessus et c'est très intéressant parce que c'est très inquiétant aussi, dans la mesure où on va parler que l'Afrique, effectivement, est au cœur des enjeux impérialistes du fait des ressources naturelles et de, de tout ce qui devient les produits stratégiques dans le monde pour l'industrie du monde. Donc, on parle pas beaucoup de l'Afrique dans les médias. Quand on en parle, c'est pour parler il y a des guerres, voilà, il y a des potentats, il y a des élections, enfin voilà. Mais on parle pas beaucoup de tout ce qui se passe derrière, de dessous des cartes et de tout ce qui se passe comme super profit en Afrique et que l'Afrique est un lieu d'enjeu où les populations, ben, s'il n'y avait pas de population en Afrique, ça serait quand même bien plus pratique pour les impérialistes. Donc, la première des diapositives qu'on présente, c'est l'Afrique dans le monde, que représente l'Afrique dans le monde. Le monde, c'est 8 milliards d'habitants. En 2050, ça sera autour de 9,7 milliards. Et en gros, c'est 47 personnes au kilomètre carré. En Afrique, l'Afrique, c'est 29% des terres émergées du globe. C'est 30 millions 370 000 kilomètres carrés et c'est 1 milliard 216 000 habitants, 216 millions d'habitants et estimé à 1 milliard 9 en 2050. Et il y a beaucoup d'endroits dépeuplés parce que ce sont les déserts, grands déserts, et il y a donc en gros 35 personnes au kilomètre carré, avec 55 pays en Afrique. Vous avez aussi une carte qui a été faite approximative et qui montre l'importance, parce que quand on parle de l'Afrique, on dirait que c'est toujours dans le monde à peu près équivalent, presque avec l'Amérique du Sud. En fait, c'est beaucoup plus grand que l'Amérique du Sud. Et la manière de faire les cartes, c'est un peu biaisé. Parce que, en gros, l'Afrique pourrait comporter la surface de la Chine, des États-Unis, de l'Australie et de l'Europe. Donc, c'est quand même, faut relativiser par rapport à ce qu'on représente les autres pays du monde. Donc, c'est déjà important d'avoir ça en tête. Alors, l'Afrique a suscité des intérêts très importants pour ses richesses et c'est pas récent. Et pour nous, c'est important de remonter un peu à l'origine des choses. D'abord, il y a eu cette traite négrière pendant 4 siècles qui a fait une saignée de 12 millions et demi de personnes qui ont été enlevées pour être vendues en Amérique du Sud, aux Antilles, en Amérique du Nord et dans l'océan Indien. Et ça, pour un continent, c'est énorme. C'est énorme comme traumatisme de la société. Et ça se guérit pas parce que l'abolition de l'esclavage a été faite. Ça a des répercussions longtemps. Le commerce triangulaire qui était là, donc la prémisse de la mondialisation capitaliste, les pays organisateurs, c'était par ordre d'importance du commerce, l'Angleterre, le Portugal, la France, les Pays-Bas et le Danemark, qui a fait le démarrage économique, industriel de ces pays et qui a eu des répercussions pour les habitants, mais surtout pour des grosses familles. Alors, à un moment donné, toutes ces puissances étrangères étaient déjà installées en Afrique. Hein. C'est pas, ils sont pas arrivés en novembre 85, 84, pardon, pour te dire tiens où est-ce qu'on va aller. Il y a longtemps qu'ils étaient installés, mais ils commençaient à se friter un peu aux confins où ils se retrouvaient. Donc, ils ont fait une conférence pour délimiter les répartitions. En Afrique, il y a des zones frontalières, mais il n'y avait pas des frontières marquées entre les royaumes ou entre il existait bien sûr des frontières mais c'était des lieux d'échange, c'était plutôt là où on échangeait les choses. Alors qu'à partir des frontières, c'est-à-dire là c'est chez toi, là c'est chez moi, et puis maintenant, voilà, c'était pour éviter qu'ils se tapent dessus sur le continent africain et qu'ils fassent plutôt leurs affaires qu'autre chose. Donc, vous avez cette conférence. Alors voilà l'état des colonies à partir donc avant la Première Guerre mondiale. Hein. Vous avez donc toute cette grande partie qui est la partie jaune, qui est donc toutes les colonies françaises, qui est quand même assez importante en surface.
Et puis, vous avez après le Royaume-Uni, l'Angleterre, et puis l'Allemagne qui a quand même qui s'en est mal sorti de cette histoire de conférence de Berlin, ça c'est moins bien sorti. On vous a mis un exemplaire ancien d'aujourd'hui l'Afrique, qui est très intéressant, mais qui est très ancien, et donc on le solde à 1 euro. Parce que moi, quand j'ai découvert ça, il y a beaucoup d'articles sur cette conférence de Berlin qui remettent un peu les choses en place. Ils sont sur la table. Donc, vous avez alors après les colonies allemandes, après la Première Guerre mondiale, ils ont été redonnés par la Société des Nations. Ils les ont remis à des différents pays, comme le Cameroun a été séparé en deux, un petit côté pour l'Angleterre, un petit côté pour la France. L'Afrique, ce qui est marqué sud-ouest africain, c'est la Namibie. Ça, c'est l'Afrique du Sud qu'on a hérité. Et la Tanzanie, je pense que la Tanzanie a dû aller du côté des Anglais. Je ne sais plus bien, mais je pense que c'est plutôt les Anglais qui ont hérité de la Tanzanie. Voilà donc cette carte de l'Afrique coloniale. Alors, les décolonisations, on a mis cette carte, ce tableau plutôt, qui figure dans la dernière page de la revue Aujourd'hui l'Afrique sur le 60e anniversaire des décolonisations. Parce que c'est intéressant de voir à quel moment tel et tel pays a été décolonisé, par qui et comment. Parce que les colonisateurs, ils n'ont pas décolonisé n'importe comment ni n'importe quand. Donc, dès le 1er janvier 1960, vous avez d'un seul coup la France qui a dit, moi ça y est, je décolonise, mais qui a décolonisé dans des conditions qui faisaient qu'elle restait quand même bien le premier bénéficiaire de tout ce qu'il y avait et qui a mis en place les gens qui étaient le plus intéressants pour qu'on continue quand même à extorquer des richesses de ces pays. Et puis vous avez des pays que la France, comme par hasard, a décolonisé très tard, alors et en faisant des entourloupes, par exemple les Comores en 75, les Comores, ben la France elle a fait un hold-up, c'est-à-dire qu'elle a décidé que l'île, il y a un archipel et la Charte des Nations Unies et la résolution 1514 du 14 décembre 1960 est très claire, les pays doivent garder leur intégrité territoriale. Mais la France a décidé que comme la Mayotte avait voté un pourcentage pour rester française, pour pas être décolonisée, eh bien ils ont dit il reste français. Et ça c'était complètement, l'Assemblée générale des Nations Unies l'a condamné plusieurs fois. La France a dit c'est pas grave, continuez de parler toujours, moi ça m'intéresse pas. Et maintenant qu'est-ce que l'on voit aujourd'hui de cette situation qui est catastrophique à Mayotte, et voilà, où on tourne en rond. Et puis, il y a toujours un pays qu'elle n'avait pas décolonisé, la France. Ben, c'est la Nouvelle-Calédonie, et on en parle en ce moment. Et donc, plus de 60 ans après la résolution de l'ONU, la Nouvelle-Calédonie est toujours pas décolonisée. Et la France n'a pas du tout l'intention et ils se départissent de la résolution de l'ONU en faisant des accords avec un peuple kanak pour qui la parole est une parole très importante. Quand on donne sa parole, on la respecte, sauf que les colonisateurs, ils n'ont pas l'habitude de respecter leur parole. Et aujourd'hui, la France n'est pas prête, et on voit ce qui se passe, à quitter, parce qu'il y a le nickel, mais aussi pour l'empire maritime. Alors ça, c'est une chose très importante. Et puis le prestige, s'il vous plaît, au niveau du prestige, voilà. Donc c'est extrêmement dangereux parce que les populations, alors que les Kanaks ont fait des propositions très intéressantes pour que les gens qui veulent rester dans le pays pour habiter là, parce que c'est leur pays, ils y restent dans de bonnes conditions. Ils ont accepté que ce qu'ils appellent, on a fait un communiqué que j'ai même pas eu le temps de mettre sur le site de la FASPA, on a un communiqué sur les événements d'aujourd'hui. Pour dire que les Kanaks ont accepté que sur le corps électoral qui doit voter pour les provinces et pour le congrès qui existe là-bas, eh bien ce qu'ils appellent les victimes de l'histoire, un truc comme ça, victimes de l'histoire, c'est-à-dire les descendants des bagnards qui sont restés sur place, les enfants qui sont restés là, les descendants de certains communards qui n'ont pas pu revenir en France, les descendants des Algériens
qui avaient été déportés dans les années 70, quand il y avait eu les révoltes contre la colonisation française qui démarrait. Eh bien, ces Algériens, peut-être, ils ont aussi des descendants qui sont restés là-bas. Ils ont dit cela, ce sont des Calédoniens. Donc, ils peuvent rester et être intégrés au corps électoral. Mais alors, les petits Français que Mesmer avait fait venir pour faire du blanc, il appelait ça faire du blanc. Donc, la colonisation de peuplement, ils ont dit non, ceux-là, ils peuvent rester habités là, mais ils n'ont pas le droit de voter pour l'avenir du peuple calédonien. Donc, ce qui se passe en ce moment avec cette histoire de 3 référendums qu'ils ont fait, j'insiste un petit peu sur ça parce que c'est vraiment d'actualité et c'est tellement compliqué. Et la télévision française et les grands médias, ils sont tellement clairs là-dessus ils avaient prévu de faire 3 référendums. Ça, je me demande bien pourquoi qu'on faisait 3 référendums déjà. Bon, et de plus en plus, les indépendantistes avaient gagné au deuxième, ils avaient presque gagné. Donc le 3e référendum que Édouard Philippe avait promis qu'il serait fait en décembre 2022, eh ben Macron il l'a avancé en 21. Et en 21, c'était la fin du confinement du Covid. Les Kanaks étaient en plein deuil, et dans ces populations, le deuil, il y avait eu beaucoup de morts du Covid là-bas. Et quand on est en deuil, il y a des cérémonies, il y a des trucs traditionnels qu'il faut respecter. Et quand on est en deuil, on ne fait pas de la propagande électorale. On respecte les familles. Et en plus, ils ne pouvaient même pas se déplacer d'île en île parce qu'il y avait du confinement. Donc, ils ont dit, c'est pas possible de faire un référendum et une campagne électorale comme ça. On reprend. Et ils ont eu tort d'utiliser les mêmes, moi je trouve qu'ils ont eu tort d'utiliser les mêmes mots que la France. Ils ont dit, il faut reporter. Non, il fallait pas avancer le référendum. C'était pas qu'il fallait le reporter, c'était qu'il fallait respecter la date prévue. Et moi j'entendais dire, non, il faut reporter. Alors les Kanaks, ils veulent reporter. Ben non, ils veulent qu'on respecte la date. Bon, j'arrête là-dessus. Mais il y a aussi Djibouti qui a été indépendant en 77, mais alors avec aussi là des élastiques très très serrés, avec des gens qu'on mettait au pouvoir, parce que Djibouti était un endroit stratégique de l'Afrique et que là, il n'était pas question de laisser les Djiboutiens se débrouiller tout seuls, même si c'est un tout petit territoire. Et on verra tout à l'heure que ce territoire, il est très très convoité aussi. Alors, le prochain, c'est, tiens, pourquoi que... alors ça, il y en a un qui m'a supprimé, voilà, l'informatique a des mystères. C'était pourquoi ça se passe comme ça en Afrique. Voilà, c'était le titre. Pourquoi l'Afrique? Pourquoi ces conditions? Alors, ce que l'on a fait, c'est qu'on a rendu des États défaillants à préserver leur souveraineté. Des accords commerciaux, on a pu faire des accords commerciaux d'intérêt inégal. Il y a eu le libre-échange et tout un tas d'astuces de l'OMC qui ont été faites pour que économiquement, ils ne s'y retrouvent pas. La mise en place de la dette, parce que la dette, c'est aussi un phénomène qui a été fait pour affaiblir les États et puis engraisser ceux qui prêtaient l'argent. L'absence d'une politique d'industrialisation pour la transformation des matières premières. Donc, les pays d'Afrique, ils exportent souvent les matières premières et puis après, ils achètent des produits transformés, donc ils s'y retrouvent pas. Il n'y a pas les infrastructures, même pour l'agriculture, il n'y a pas les infrastructures routières, il n'y a pas il n'y a pas d'électricité pour garder des denrées au frais et tout ça. Donc, voilà. Les codes miniers ou les codes forestiers ou les codes maritimes, où ils sont inexistants, où ils n'ont pas de véritables moyens de contrôler ce qui est écrit. Et puis, qu'est-ce qui contrôle les codes? C'est des fonctionnaires. Mais comme on leur dit avec le FMI et les mesures des ajustements structurels, il faut baisser la masse salariale, comme vous avez pu un contrôleur sur je ne sais combien de choses à contrôler, c'est facile. Donc on a eu l'exemple avec au Mali cette mine d'or que les Afrique du Sud exploitaient ou exploitent toujours et où c'était vraiment la rigolade pour l'envol de l'or à partir de l'aéroport sur la mine. Et puis aussi l'installation d'un chaos permanent qui est très entretenu parce que les conflits armés, ça n'empêche pas l'extraction des matières premières, de tout ce qu'on a besoin. Il y a des morts, il y a des gens, il y a des réfugiés, mais ça, c'est pas grave. L'important, c'est que les affaires puissent se faire.
Alors, ah bah, tous les panneaux, les titres, ils sont sautés. Bon, Michel, ton truc, il efface. Hein. C'est du sabotage. Alors, ça, c'est une carte pour montrer la consommation électrique dans le monde. Alors, vous voyez que l'Afrique, euh, peut-être vous le voyez mieux ici que sur l'écran, c'est surtout, alors l'Europe, vous voyez cette consommation, y compris sur les autres parties du monde. Alors, l'Amérique du Sud est à peu près dans le même état, mais là, c'est surtout le nord de l'Afrique qui est éclairé, et le golfe de Guinée et l'Afrique australe. Alors, il faut dire que le président de l'Union africaine disait l'année dernière que 1er janvier 2022, il disait qu'il y a 600 millions d'Africains d'habitation en Afrique qui ne sont pas et qui n'ont pas raccordé à l'électricité. Mais dans ces 600 millions, c'est pas une répartition, on divise par 55, hein, parce que vous avez par exemple, si les pays d'Afrique, et puis ceux du Golfe de Guinée, c'est les pays, c'est au bord de l'océan Atlantique, c'est pas au bout du pays. Hein. Et ben, par exemple, quand on arrache par la guerre, quand on arrache son pays à l'emprise coloniale, comme en Algérie, en 66, ils ont recensé, il y avait 30% d'habitations qui étaient électrifiées, et puis en 90, il y en avait presque 100%. Donc à peine 30 ans, en à peine 30 ans, l'Algérie, ça a été une politique décidée indépendamment, parce que c'était pas le colonisateur qui décidait. Et l'électrification, le gaz aussi, et ils ont même électrifié quelques villages au Maroc et en Tunisie. Donc, ça s'appelait la coopération de l'époque. Donc, l'électrification, c'est essentiel pour un pays. Si c'est pas électrifié, c'est pas possible de développer une industrie et d'avoir une indépendance. Alors, après, on a le sous-sol de l'Afrique. Alors, le sous-sol de l'Afrique, il est extrêmement riche puisqu'il y a à peu près 60 types de minerais, soit plus du tiers des réserves mondiales. Et surtout, ce sont aussi des minerais stratégiques pour aujourd'hui, avec tout ce qui est informatisé. Donc, des platénoïdes, 90%, 80% du coltan, 60% du cobalt, 70% du tantal, 40% de l'or, 46% des diamants, 40% du chrome, du manganèse et du pétrole. Et ce sont des ressources qui sont variées et qui sont réparties. Il y a différents endroits en Afrique. Il n'y a pas un seul endroit. Alors, les plus riches, comme dit, on a un copain à la FASPA qui est centrafricain. Il disait, mon pays, c'est un scandale géologique. C'est tout ce qui est les bassins fluviaux. Là, vous avez, ça regorge de minerais. Et c'est là, dans ces endroits-là, qu'il y a les guerres. Hein, c'est pas, vous faites la carte des guerres en Afrique et ce sont toujours des guerres avec un sous-sol riche. Voilà. Alors, donc, il y a du gaz en Afrique du Nord, il y a du pétrole dans le golfe de Guinée, il y a du charbon en Afrique australe, des bassins hydrauliques en Afrique centrale, de l'uranium, le rayonnement solaire au Sahel, la géothermie en Afrique de l'Est. Donc, c'est un continent qui vraiment est vraiment prêt à échanger, à avoir des choses pour faire des échanges internationaux très intéressants pour tout le monde, qui doivent être intéressants pour tout le monde. Bon, c'est pas le cas pour l'instant. Alors, on a insisté beaucoup plus dans cette présentation sur les aspects agricoles, parce que ça, c'est une chose peut-être qu'on n'insiste pas assez dans la réflexion générale. En ce moment, on est en train de parler au Parlement français de la souveraineté, parce que les agriculteurs, ils ont bougé. Alors, tout d'un coup, ils se remuent. Sauf que on réfléchit à des problèmes sans les prendre globalement sur la planète. Parce que cette question, elle se pose normalement, si on veut parler des besoins en nourriture, c'est pour toute la population du monde. C'est comment un pays peut produire telle chose et après faire des échanges. Bon, là, c'est pas pareil. On dit qu'en Afrique, on vient chercher les terres parce que en Afrique, on a aussi, alors c'est une question qui sera développée tout à l'heure un peu plus sur le foncier par nos amis de Tani, mais en Afrique, on se sert, hein, on se sert et puis voilà. Alors euh, les les accaparements de terre sont
Alors, sur les accaparements de terre, il y a à peu près 52 milliards, 600 millions d'hectares qui ont été accaparés en Afrique. Alors, l'Afrique de l'Est, c'est celle. Alors, cette carte-là, elle ne représente pas. Bon, moi, je l'ai mis parce que c'était quand même intéressant de la voir, mais il manque des choses. Il manque des choses parce qu'à Madagascar, on dirait qu'on n'a rien accaparé. Il n'y a rien sur Madagascar. Donc, on mettra les choses en place. Mais c'était quand même important de la voir pour montrer, même sur cette carte qui n'est pas exhaustive, parce qu'on ne voit pas non plus dans le golfe de Guinée les pays où il y a des plantations de Bolloré. Donc, il y a des choses qui manquent. Mais ça valait le coup de la mettre parce qu'on s'aperçoit quand même que l'Afrique de l'Est, elle est bien. Alors, c'est un site anglais, alors peut-être qu'ils sont intéressés surtout à ce qui se passait au niveau de. Et donc, cette carte, il faut qu'on l'ait en tête quand on verra la carte suivante. Donc, vous voyez toutes ces. Donc, l'Afrique de l'Est, c'est 30 milliards, 600 millions d'hectares. L'Afrique du Nord, 10 millions, 10 milliards. L'Afrique de l'Ouest, 6 millions. Et 6 milliards. 6 millions, là, là, je sais. Excusez-moi, j'ai un peu. Oui, 6 millions. Et 6 millions en Afrique centrale. Alors. Là, c'est des cartes, c'est des graphiques et des cartes qui montrent d'abord des disponibilités alimentaires pour ce qui est sur les cartes. Et le graphique qui correspond un peu à ce qu'on a vu au-dessus, c'est alors moi je pense que on le voit mieux ici parce que j'ai du mal à lire là-dessus. Mais vous avez la sous-alimentation par région. Donc, ce qui est en rouge, c'est la proportion de l'Afrique centrale. Et ce qui est en jaune, c'est l'Afrique de l'Est. On voit que vraiment, l'Afrique de l'Est, là où il y a des accaparements de terre, c'est là qu'il y a le plus de sous-alimentation. Par rapport à l'Afrique australe qui est en vert, et en bleu, c'est l'Afrique de l'Ouest. Donc, vous voyez que ça correspond tout à fait, les accaparements de terre correspondent à un manque d'alimentation pour les populations. Et ça peut faire que, malheureusement, que progresser. Alors, j'avais mis cette petite phrase euh, comme, comme une provocation avec cette misère de la sous-alimentation, c'est que le Figaro disait que tout va bien. D'ici 2033, l'Afrique devrait connaître 65% de plus de millionnaires. Sauf que les fameux millionnaires, ils représentent 0,01% de la population d'Afrique. Donc, pour vous dire que c'est vraiment aucun intérêt et qui sont surtout en Afrique du Sud, au Maroc, en Angleterre, en Égypte, pardon, excusez-moi, en Égypte, je crois. Voilà, c'est là qu'ils se trouvent surtout ces fameux millionnaires. Donc, comme vous dire que l'information qu'on vous donne, elle ne présente aucun intérêt. Tout va bien en Afrique, il y aura plus de millionnaires. Il n'y a pas à s'inquiéter. Alors ça, c'est une carte du monde qui montre les lieux des accaparements de terre. Et l'intensité du orange vous montre là où c'est le plus. Ben, on retrouve l'Afrique de l'Est et quand même ce golfe de Guinée qui est aussi bien impacté par ces accaparements. Voilà. Alors, ah ben ça c'est à toi maintenant, je crois. Ah, pardon. Voilà, je passe un peu le micro parce qu'on trouve que c'est quand même mieux, c'est moins lancinant que d'entendre toujours le même conférencier. Oui, donc je continue donc, Michel. Là, ce qui est représenté, c'est un peu qui est le dessous des cartes dans ce système d'accaparement des terres. Mais en tout cas, je voudrais juste préciser que la Banque africaine de développement, dès 1997, avait dit que le secteur agricole a été classé comme, enfin, il l'a classé comme secteur stratégique. Donc,
c'est ce que disait Michel tout à l'heure, que bon, le secteur agricole, c'est un enjeu énorme. Et à la crise des subprimes en 2008, c'est là que certains accaparements de terres de grande importance se sont produits parce que le capital cherchait des niches, cherchait des niches donc pour investir. Et donc, ça a occasionné des accaparements de terres. Alors, il faut définir ce que c'est que un accaparement de terre. Et donc, nous avons trouvé donc des références dans ce sens qui disent que des acquisitions ce sont des acquisitions de terres à grande échelle, en général à plus de 200 hectares, qui présentent donc différentes caractéristiques qui sont listées sur l'écran là. Euh, et parmi les caractéristiques donc à signaler, c'est des violations de droits humains, en particulier ceux des femmes, des violations donc liées à des traitements non équitables. Il y a une absence de consentement préalable libre et éclairé des usagers affectés, à ceux qu'on accapare les terres, non? Il y a un défaut d'évaluation minutieuse où ne tenant pas compte des impacts sociaux, économiques et environnementaux, y compris les aspects de genre. Il y a aussi comme caractéristique des procédures qui ne sont pas transparentes, donc ne définissant pas d'engagement clair et contraignant concernant les activités qui sont portées sur ces terres accaparées, donc aussi sur les questions d'emploi et sur le partage des bénéfices, notamment des États qui avancent, qui acceptent donc ces situations. Il y a eu beaucoup de, 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 de critiques qui ont été faites que ces États défaillants qui ont accepté ces accaparements de terre acceptent aussi des bénéfices qui sont dérisoires donc de ceux qui accaparent les terres. Il y a aussi donc un défaut de planification démocratique et efficace, de supervision indépendante. Il n'y a pas tout ça. Il n'y a pas de participation significative à ces accaparements de terre. Ensuite, l'agro-industrie, donc ça c'est le grand prétexte de l'Occident pour justifier les accaparements de terre et le délestage de terre aux populations qui sont affectées, aux États qui sont affectés, et c'est à n'importe quel prix. Donc nous avons un petit dessin là qui montre cette vague d'agro-industrie, d'agro-industrialisation donc dans les zones africaines. Et c'est là que le président de la Banque africaine de développement disait que l'agriculture doit devenir le vrai pétrole de l'Afrique. Donc c'est un enjeu. Et ça a été dit au sommet Nourrir l'Afrique, souveraineté alimentaire et résilience de janvier 2023. Je crois que c'est l'organisation GREN donc qui a sorti cette information et l'a illustrée d'une certaine manière. Donc nous voyons donc on peut peut-être entrer dans on n'entre pas dans les détails, mais il y a des indications sur les pays qui sont ces pays cibles des agro-industrialisations. Et je pense que dans les diapositives suivantes, euh, on pense que l'agriculture familiale est délestée donc de terres, mais que l'agro-industrie, en comparaison, en termes de productivité notamment, ne fait pas le poids par rapport à cette agriculture familiale. Moi, j'ai- j'étais à une rencontre internationale à Valencia, en Espagne, en 2014, je crois.
2016. Et ce sommet donc des sociétés civiles mondiales, d'une certaine manière, sur l'accaparement de terre et l'accès à la terre, a démontré très bien que l'agriculture familiale est plus productive, je dirais, que l'agro-industrie et que ça ne justifie pas du tout ces accaparements de terre au nom de l'agro-industrie, de l'agro-industrialisation. Peut-être on peut dire, si vous voulez bien noter la référence qui a été donnée du site de Grain, il y a eu un rapport très important, très fouillé, qu'on remercie René de nous avoir communiqué, sur ce fameux sommet où ils ont sorti des choses qui sont extrêmement dangereuses pour l'avenir de la nourriture des populations africaines. Et c'était pratiquement, il faudrait faire une conférence à propos de ce sommet qui disait nourrir l'Afrique. Non, c'est pas nourrir l'Afrique, c'est nourrir les portefeuilles des actionnaires. Oui, tout à fait. Mais aussi la stratégie aussi, le calcul, on l'a vu ça sur Madagascar en 2002, quand les dirigeants de l'époque avaient promis 1,3 million hectares à une multinationale sud-coréenne. C'est en fait, pour une grande partie, c'est pour faire face à des problèmes propres à l'économie sud-coréenne. Mais donc, c'est pas vraiment un bienfait pour le pays concerné. C'est quelle diapositive? Alors, attends, on est sur la 15. On arrive à la 16. Donc, il y a avant ça, tu peux peut-être. Non, il n'y a peut-être pas d'autre chose à dire, parce qu'on en est déjà sur les compensations. Non? Oui. Non, je crois qu'il y a eu, je trouve plus le diapo qui dit ça, mais il y a une formule alléchante qui cache la réalité de remise en cause des productions agricoles locales, nourricières et de la population, telle que je dis tout à l'heure, l'agriculture familiale. C'est un rapport de Graham, donc ça revient à ce dessin. Ce rapport de Grain de juillet 2023 sur le sommet organisé à Dakar par la Banque africaine de développement en janvier 2023, qui, je cite, nourrir l'Afrique, souveraineté alimentaire et résilience, présence de 34 chefs d'État et 70 ministres africains, des représentants de la Commission européenne, des États-Unis et de plusieurs pays européens, ainsi que des institutions multilatérales comme le Fonds international du développement agricole, la FIDA, le FIDA. Donc, cette formule alléchante, c'est ce qu'on appelle les pactes de fourniture de denrées alimentaires et de produits agricoles. C'est prévu donc pour 40 pays pendant 5 années. Et l'Union africaine a soutenu fermement cette initiative, donc qui cherche un boulevard pour les accaparements de terre. Donc l'Union africaine a justifié aussi donc certains accaparements de terre, ou même beaucoup d'accaparements de terre. En fait, loin de valoriser l'agro-biodiversité, qui est la richesse de l'Afrique, ces pactes de fourniture donc visent à promouvoir principalement des cultures comme le maïs, le blé, le riz, le soja et le palmier à huile. Et l'objectif est d'augmenter leur rendement à travers l'industrialisation des chaînes de valeur qui s'étendront à l'élevage, au secteur laitier et à la pêche. Et pour ce faire, ces pactes vont promouvoir la mécanisation, les semences certifiées, les engrais chimiques et les pesticides, souvent via une exonération fiscale sur les importations et d'autres types de subventions. Donc ainsi, le tapis rouge est d'une certaine manière déployé devant les multinationales, type Bayer, Monsanto, qu'on connaît bien en Occident,
Syngenta, tout ça, ça a été associé à cette initiative. Donc, alors les principales institutions impliquées dans le financement, ce sont la Banque africaine de développement pour 10 milliards, la Banque islamique de développement pour 7 milliards, l'Allemagne pour 14,34 milliards, les États-Unis pour 5 milliards, le Fonds de développement FIDA pour 3 milliards, les Pays-Bas pour 450 millions, et d'autres bailleurs de fonds identifiés comme l'Union européenne, la Banque européenne d'investissement, la Banque ouest-africaine de développement, la Banque arabe pour le développement économique en Afrique, l'Agence française de développement, l'Irlande, la Suisse et le Royaume-Uni. C'est tout un magma de la grande puissance d'une certaine manière. Et donc, il y a notamment la création de zones économiques spéciales, les ZES, donc, qui posent de graves problèmes fonciers. Elles sont, dans la plupart des cas, établies sur des terres communautaires expropriées par l'État et offertes aux investissements. Et pour terminer cette partie sur les terres. Non, il y a un truc qui a sauté. Il y a une carte qui a sauté, la 12, sur les palmiers. Ah, voilà, celle-là, je ne sais pas pourquoi que je l'ai fait sauter. Voilà. C'était celle-là sur les palmiers à l'huile. Ah oui, les palmiers. Le rapport de Green. J'en ai un peu touché un mot tout à l'heure, oui, mais effectivement, ça donne une vision voilà, de la question des palmiers à huile. Donc, il y a 5 entreprises qui contrôlent environ les 3/4 de la superficie des plantations industrielles de palmiers à huile sur le continent. 5 entreprises. Donc, bon, je vois ici Total, je vois... regarde là, tu verras mieux derrière. Je vais voir un torticolis. Et il y a le torticolis. Oui. Et dans plusieurs pays, hein, je vois notamment Total qui fait un gros chiffre, 2 772 hectares, donc 37 entreprises différentes, etc. En fait, c'est tout au-delà du golfe de Guinée, de l'Afrique de l'Ouest, mais aussi donc de l'Afrique centrale. Donc, entre autres, Bolloré. Voilà. Je vois qu'il y a Sao Tomé-Principe. Alors, il s'est trouvé que je suis en vacances à Sao Tomé-Principe. Et donc, on est sur l'équateur. Et vous êtes en pleine forêt équatoriale avec des immenses forêts magnifiques. Et d'un seul coup, vous passez un col et vous tombez sur en face de vous, tout d'un coup, c'est choquant. Il y a des collines qui sont rasées. Enfin, elles sont pas rasées. C'est comme les barbes de ces messieurs quand ils ont la barbe un peu là, parce qu'en fait, c'est des palmiers à huile. Mais c'est tellement petit à côté des arbres. Mais c'est choquant parce que au niveau du climat, on doit se dire mais quel impact sur le climat dans des petites îles comme ça, d'un seul coup, plus de forêt équatoriale. Voilà, c'est sur la biodiversité, c'est terrible le ravage que ça peut faire. Voilà. Alors, vous avez à gauche parce qu'il y a une grosse coopération qui se fait avec des différentes organisations qui se regroupent pour faire des rapports et donc peut-être René pourra nous donner un écho vous voyez dans ces solidarités avec pour coécrire des rapports et avoir des éléments là-dessus. Alors pour terminer sur ce volet sur le secteur agricole, il faudra bien sûr parler de la compassion actuelle pour les crédits carbone et le crédit carbone. Oui. Donc c'est la grande promotion, la grande promo qui a été notamment pas seulement lancée mais entérinée aux Émirats arabes unis, la COP28, qui a fait l'impasse sur la face cachée de ce concept pervers de l'opération, qui réjouit les entreprises et les États émetteurs de CO2 de cette manière. Voilà. Donc, avant de continuer, je m'aperçois que j'ai oublié tout à l'heure de citer, quand j'ai parlé de la dette, de citer Thomas Sankara, qui avait donc déclaré une réunion qu'il avait,
La dette, dominée par l'impérialisme, est une reconquête savamment organisée pour que l'Afrique, sa croissance, son développement obéissent à des normes qui nous sont toujours totalement étrangères, faisant en sorte que chacun de nous devienne l'esclave financier, c'est-à-dire l'esclave à court terme de ceux qui ont l'opportunité, la ruse, la fourberie de placer des fonds chez nous avec l'obligation de les rembourser. Voilà. Donc, on comprend pourquoi il a disparu aussi, lui. Alors, maintenant, c'est les vaccins. Alors, maintenant, ah oui, alors, bah oui, c'est pareil, le titre, il a sauté. Alors, comment? Donc, oui, le titre, c'était de mémoire l'Afrique, un terrain intéressant aussi pour certaines industries pharmaceutiques. Bon, en 96, Pfizer, laboratoire américain, a organisé un essai clinique sauvage d'un antibiotique au Nigeria qui a provoqué des décès chez les enfants. Cette histoire, elle a inspiré un roman qui a fait l'objet d'un film aussi, The Constant Gardener, qui est un film magnifique, donc sur une histoire vraie et terrible, parce que c'est des bandits, c'est des assassins, ces gens-là, et naturellement, cette jeune femme qui voulait, avec un ami africain, dénoncer ce qui se passait, eh bien, elle s'est fait assassiner et son mari, qui était lui un scientifique un peu perché, il est vite retombé quand il s'est aperçu quand il a fait l'enquête sur sa femme et lui aussi a failli mourir. Et puis, ben, plus récemment, cette année, c'est pour ça qu'on est revenu là-dessus, parce que cette année, il y a un autre laboratoire américain qui va tester. C'est un test de médicaments préventifs. Alors, quand on dit tester un médicament préventif, c'est-à-dire que c'est pour faire un bilan d'un truc qui est déjà sur le marché. Bon, il est déjà sur le marché. Non, excusez-moi. Non, ça c'est celui en bas. L'autre, c'est un sujet qu'on avait dénoncé dans l'exposition qu'on avait fait sur les femmes en Afrique. C'était un géant en 2004 qui a fait des tests sur des prostituées camerounaises pour prévention SIDA, en leur disant on vous fait un vaccin comment. Mais alors, utilisez pas de préservatif, hein, c'est pour voir si vraiment il marche. Ah parce que s'il y a un préservatif, comment voulez-vous qu'on teste le médicament? Alors, donc, et le truc, comme il n'a pas marché à tout le monde, eh bien, il y a beaucoup de femmes qui en sont mortes et elles n'ont jamais été indemnisées. Voilà. Et on a voulu mettre ce sujet dans cette conférence parce que cette année, c'est Pfizer qui recommence. Lui, il compte récidiver avec une étude d'impact. C'est pour ça, l'étude d'impact, c'est-à-dire qu'au lieu de faire des essais pour voir si ça marche, là maintenant, il est déjà commercialisé. Et l'étude d'impact, c'est pour vérifier ce que ça donne. C'est-à-dire, il est déjà tard. Hein. Alors, il a été commercialisé déjà. Il a été en Afrique, naturellement. C'est pour s'occuper de la bronchiolite des bébés. Et ça, c'est un médecin français qui s'est aperçu, je crois qu'il est français, il s'est aperçu de ce truc qui lui semblait bizarre parce qu'il n'y avait aucun truc scientifique pour dire que ça marchait, pourquoi c'était commercialisé. Et en fait, il doit être injecté à des femmes enceintes pour protéger leur bébé. Mais ce truc-là, il semble pas être très, très, très efficace. Et notamment, il n'a pas été efficace parce que en Afrique du Sud, où il a été, alors attendez, je mets les notes où elles sont, la Fondation Gates a déjà attribué 128 millions de dollars et l'OMS soutient le projet. Voilà. Cet essai a été mené dans 8 pays, dont l'Afrique du Sud, où les résultats ont montré le plus fort taux de prématurité et la plus faible efficacité du vaccin. Alors, il faut savoir que les volontaires, il faut qu'elles donnent leur consentement et elles ont un document. Hein. Elles ont un protocole de 343 pages. Donc, elles ont tout ce qu'il faut pour être éclairées. Et puis, alors, pour celles qui ne sont pas, qui sont illettrées, elles peuvent mettre leur pouce pour accepter avec le pouce. Voilà. Donc, ça, c'est voilà. L'Afrique, c'est quand même pratique, hein, faut dire. Voilà. Et alors.
Donc, alors, pour tout ça, pour permettre que ces bénéfices puissent être attribués, que ce soit le plus rentable possible, ce qui se passe en Afrique, ben, il faut des gardes-chiourmes. Et ces gardes-chiourmes, ben, c'est les armées. C'est les armées qu'on vous dit qui sont là contre le djihadisme ou autre chose, mais elles sont là. Alors, elles sont là parce que les États, ils sont défaillants, parce que les États d'Afrique pourraient se défendre eux-mêmes, mais ils n'ont plus les moyens d'avoir des douaniers, d'avoir des armées. Donc, finalement, on les a rendues défaillantes avec la dette, et maintenant, bah, elles font appel aux États qui ont les moyens de se défendre. Alors, il faut savoir que l'armée française, depuis les années 60 des indépendances, l'armée française a mené 61 interventions militaires qui va de quelques semaines à plusieurs années ou dizaines d'années, des fois, dans 24 pays d'Afrique. Et donc, c'est pas seulement les colonies, ex-colonies françaises. 24 pays d'Afrique, c'est ailleurs aussi. Donc, et vous voyez bien l'état, c'est qu'il n'y a plus de guerre en Afrique, il faut croire, puisque la France, elle a été aussi efficace. Alors, les motivations, souvent, c'est pour sauver des habitants. Alors, quand vous voyez, mettons, ce qui s'est passé avec l'intervention la plus caractéristique des dernières années, on peut dire, c'est quand même l'intervention qui a déclenché tout le reste en Libye. En Libye, il fallait sauver les habitants de Benghazi. Vous aviez BHL qui sautait sur les remparts de Benghazi pour expliquer à tout le monde que la population était en danger et qu'il fallait vraiment y aller. Et voilà. La réalité, c'est qu'il voulait destituer certains dictateurs, mais ce dictateur, il disposait d'une manne pétrolière, il en faisait ce qu'il voulait, et il était indépendant, et bon, donc ça n'allait pas, parce qu'il n'était pas sous la botte de l'impérialisme, donc il fallait voilà. Et on s'aperçoit que la Libye, elle est dans un chaos permanent depuis maintenant, ça fait une vingtaine d'années presque que ça s'est passé. Et avec tous les dégâts derrière en Afrique. Hein. Mais ça, reprenez les déclarations qu'on a fait à la FASPA dès le début, alors qu'on avait des réunions avec des gens qui nous disaient si, il faut aller absolument en Libye, et tu parles, ouais. Alors, les armées, qui est-ce qui surveille comme ça l'Afrique? Vous avez déjà les États-Unis. Alors, il y a quand même une carte du monde là qui vous montre que les États-Unis surveillent tous les continents. Il a un maillage et l'Afrique, ça s'appelle Africom. Et le centre de pilotage d'Africom se trouve en Allemagne, je ne sais plus dans quelle ville, mais il est en Allemagne, le centre qui pilote Africom. Et l'Afrique, elle a 5 zones d'Africom, est divisée en 5 zones, et ils ont extirpé l'Égypte, parce que l'Égypte, ils l'ont mis dans le Proche-Orient. Voilà. L'Égypte ne fait pas partie de l'Afrique. Hein. Voilà. Il y a comme ça des organismes qui. Alors, et puis, la présence militaire, j'ai trouvé aussi une carte qui montre les lieux où il y a les drones, les avions et tout ça. Donc, vous avez les Américains qui s'occupent bien de l'Afrique. Quand j'étais à Sao Tomé, j'ai vu des grandes antennes et j'ai dit aux gens, qu'est-ce que c'est? C'est pour une télévision? C'est pourquoi? Ah non, ça c'est les antennes des Américains, c'est pour surveiller dans le golfe de Guinée les bateaux qui dégazent. Je dis chapeau, hein. Sympa hein, quand même de surveiller la propreté de l'océan Atlantique. Hein. Voilà. Alors, une autre carte intéressante, c'est celle de la Corne de l'Afrique. Voilà. Donc, la Corne de l'Afrique, maintenant, il y a 4 pays qui abritent à eux seuls, puis c'est quand même assez petit, hein, la Corne de l'Afrique, en Afrique, c'est pas une grosse superficie. Donc, vous avez 10 bases militaires étrangères tout au long de cette côte. Alors, 6 bases militaires, donc des USA, de la France, l'Italie, le Japon, l'Arabie Saoudite, la France, qui accueillent. Alors ça, c'est à Djibouti. Et il manque même il manque des mots, parce que normalement, devant 6 bases, c'est écrit Djibouti. Ça, c'est dingue, hein, que ça saute comme ça en l'informatique. Alors, Djibouti, 6 bases militaires étrangères, et dans la base française, on a les troupes allemandes et espagnoles. C'est de la sous-location. Après, vous avez les 2 bases, ça doit être la Somalie, je pense que c'est la Somalie, la Russie et les Émirats arabes unis, et
Je me souviens. Non, non, il y a aussi l'Érythrée. Mohamed, l'Érythrée, c'est quoi? C'est la base d'entraînement militaire ou c'est les Russes et les Émirats? J'ai vu que dans les papiers, on parle d'une base russe et des bases de l'Émirat. Et je crois que pour le moment, il n'y en a rien. Non, il n'y a rien pour le moment. Parce qu'il y a en Érythrée, ah, je suis sûr, hein, en Érythrée, il y a Érythrée, et puis il y a en Somaliland, c'est l'Éthiopie qui a obtenu la location. La dernière, pour la base des Émirats arabes unis, avant, c'est l'Éthiopie qui a obtenu au Somaliland pour 50 ans, 20 kilomètres sur le littoral pour installer une base militaire, une base maritime. Alors, maritime, ça peut être pour du commerce, mais ça peut être aussi militaire. Bon, je suis désolée là que ces trucs-là, ils aient... Parce que c'est un PDF, normalement, ça n'aurait pas dû bouger. Bon, ben, je ne sais pas, c'est Michel qui l'a glissé. C'est moi qui l'ai glissé. PDF. Si c'est PDF, oui, s'il a mis. Je crois que sur la clé, j'avais mis qu'un PDF. J'avais pas mis la diaporama Je suis innocent. Il est innocent, va pas. Bon, s'il faut trouver un coupable aussi. Hein. Alors, ce qui est aussi dangereux qui n'est pas passé, c'est que pour ces pays qui accueillent des bases militaires, ça peut être aussi le revers de la médaille, c'est-à-dire que si ces bases étrangères, à partir de leur territoire, ils attaquent tel et tel autre pays, ben, ça peut impliquer le pays hôte. Et puis aussi, ça peut aussi, quand ils sont si proches les uns des autres, comme vous avez la Chine qui est si proche des États-Unis ou de la Russie et autres, il y avait à une époque sur le truc que j'avais trouvé là, il disait que la Chine, elle avait braqué ces missiles ou un truc comme ça sur la base des États-Unis. Alors vous imaginez, ces pays qui n'ont même pas les moyens de défendre leur population, si les autres ils se tapent sur la tête à si proche, ça peut être terrible, ça peut déclencher des... C'est vraiment... Ces bases militaires, c'est un danger pour les Africains, on peut dire. Hein. Alors, bon, ben, vous avez à la fin notre cher Omar Guelleh, je le mets toujours parce qu'il ne faut pas l'oublier quand même, lui. Voilà, lui, il encaisse les loyers. Djibouti reçoit annuellement 300 millions de dollars pour les bases étrangères qu'il accueille. Et il y a des mauvaises langues, c'est toujours pareil, toujours des mauvaises langues, qui disent qu'on ne sait même pas où ça tombe dans le budget de l'État. Mais bon, hein, on peut pas empêcher les réseaux sociaux non plus, hein, ou les opposants malveillants du cher dictateur de s'exprimer. Alors, vous avez aussi en Afrique non seulement des pays qui ont des puissances étrangères qui viennent d'autres continents, mais vous avez aussi des pays qui supportent les voisins, qui amènent leurs troupes ou qui suscitent des conflits chez eux. Alors, on en a un particulièrement qui a fait des millions de victimes jusqu'à présent, c'est les séquelles du colonialisme dans les Grands Lacs, du colonialisme belge, parce que le RDC, l'ancien Zaïre, était colonisé par le roi des Belges, c'était sa propriété personnelle d'ailleurs, ça appartenait pas à la Belgique, ça appartenait au roi. Il était également le colonisateur du Burundi et du Rwanda, où dans ces pays, il a trouvé à inventer des oppositions entre des gens qu'il a appelés des ethnies, qui n'étaient pas des ethnies, c'était des gens plutôt qui avaient une place sociale, une situation sociale, et on pouvait passer d'être Hutu à une époque et d'être Tutsi à une autre époque, selon son activité et sa place dans la société. Donc, avec ce type il y a eu dans les deux pays, alors, il a fait l'opposé au Burundi de ce qui se passait au Rwanda. Hein. Au Rwanda, les chouchous, au départ, c'était les Tutsis qui avaient des places dans la société et qui finalement, les Hutus qui étaient plus nombreux, ils s'en sont pris. Et puis au Burundi, c'était l'inverse. Et dans les deux cas, il y a eu des pogroms, il y a eu, pour finir, le fameux génocide, pas fameux, mais enfin important, génocide avec 2 millions de morts en 2-3 mois, quoi. Donc quelque chose qui a été aussi là une saignée terrible dans la société rwandaise. Donc avec des transferts de population qui vont tout de suite dans le pays d'à côté, naturellement.
Et dans le pays d'à côté, c'est un pays qui est riche comme tout. Vous voyez sur la carte là toutes les mines qui se trouvent dans cette partie de la RDC, toutes ces mines de coltan, aussi bien les coltans que les diamants. Enfin, donc finalement, avec toutes ces populations qui étaient là, qui ont finalement petit à petit pris des revendications territoriales, et il faut dire qu'à une époque, Mobutu, lui, il avait donné la nationalité globalement à beaucoup de gens pour les récupérer électoralement. Il avait donné la nationalité congolaise à toute une population qui était au même endroit. Et c'était même pas individuellement des gens qui déposaient leur demande de nationalité, c'était globalement. Ce qui fait qu'il y a des tentatives des gens de réclamer des revendications territoriales. Et ça, la balkanisation de l'Afrique, c'est un bon dada aussi de l'Occident. Hein, on a balkanisé par exemple le Soudan. Ah, on a trouvé une bonne solution. On va faire la séparation du Soudan, autodétermination des gens du Sud. Ah oui, on voit le résultat, c'est que c'est toujours pareil. Il y a toujours la guerre au Soudan entre le Sud et le Nord. Et puis au Nord, en ce moment, c'est même pire. Donc, en RDC, on a ça, on a de l'or, des diamants, du coltan, du tungstène, du cuivre, du cobalt et un conflit armé depuis 88 avec 5 à 6 millions de morts. En ce moment, il y a 600 000 déplacés autour de Goma et ça va durer parce que les vrais s'attaquer à la racine du problème, ben non. La racine du problème, c'est la souveraineté d'un pays à dire, parce qu'en ce moment, il y a ce scandale que l'on dit, ça y est, le Rwanda, il vend du coltan, il vend du coltan qui vient pas de chez lui et de l'uranium, ou je sais plus ce qu'il vendait, parce que il le commercialise alors qu'il n'est pas exploité de chez lui. Alors le RDC disent, il y a de la contrebande. Ah oui, la contrebande, ça fait des années qu'il y a de la contrebande. Pourquoi il y a de la contrebande dans un pays aussi grand, aussi riche, qui peut même pas surveiller ses frontières? Donc il y a des pays qui avaient accepté, des entreprises qui avaient accepté d'avoir, comment ça s'appelle, je sais plus si je l'avais mis là, le contrôle de la traçabilité des minerais. Et puis, qui dit, oui, mais alors ça coûte cher ce truc-là de traçabilité des minerais et tout. Alors donc, maintenant, on le fait plus parce que les autres, ils le font pas. Nous, on le fait, les autres font pas. Alors voilà, maintenant, la traçabilité des minerais ou du diamant, diamant du sang, comme on dit. Donc, il y a des gosses qui travaillent là-dedans. Enfin, c'est l'abattage du personnel. Hein. Alors, ah oui, il y avait cette carte-là que j'avais oublié d'amener pour en parler. Donc, oui, on voit beaucoup mieux là-dessus, puisque c'est plus petit, le coltan, l'étain et l'or qui se trouvent là. Et alors, il y a aussi au Rwanda, parce que c'est presque la même région, il y en a aussi des mines comme ça, mais la production des mines du Rwanda, elle est pas aussi importante que ce que déclare le Rwanda dans ses ventes. Il exporte plus de minerais qu'il peut en produire dans ses mines. Donc, il y a un truc. Voilà. Alors, moi, ce que je vous conseille, il n'y a pas longtemps, j'ai trouvé cette vidéo sur YouTube pour comprendre ce qui se passe là. Vous pouvez demander la chaîne Blast, qui est très intéressante pour faire le dessous des cartes, le reportage qui s'appelle, la conférence, on peut dire, qui s'appelle RDC, 6 millions de morts, une guerre qui dure depuis 30 ans. C'est très, très intéressant, il est très bien fait, le gars qui présente ça, on comprend tout, et il a de l'humour en plus. Voilà. Alors, et puis naturellement, donc le Rwanda, non seulement il soutient, et ça on le sait depuis longtemps, le mouvement de M23, qui était un mouvement de revendication par rapport au gouvernement de RDC, mais il y a des troupes maintenant rwandaises qui sont sur le terrain. Et ça a été noté par des experts missionnés par l'ONU, des rapports qui ont été faits très sérieux de plusieurs experts qui ont vu ça. Donc c'est pas possible que c'est tellement énorme la disproportion entre les deux pays de superficie qu'on se dit
C'est aussi un. Alors, il y a un autre pays qui est en but à récupérer les troupes d'à côté, c'est au Sahara occidental. Alors là aussi, il y avait un. Ah oui, elle doit être après. On va voir si. Ah oui, ça y est, bah tiens, il y est. Il n'a pas sauté le titre. Donc, au Sahara occidental, un conflit de décolonisation inachevé en Afrique, une colonie espagnole pour lequel l'Espagne a vendu son âme et a vendu et a donné les clés du Sahara occidental en 1900, au début 76, mais l'invasion marocaine avait démarré en 75, en novembre 75. Le roi Sandé subissait des revendications de la population de la misère et en plus il avait les militaires qui lui faisaient des misères. Il avait eu des tentatives de coup d'État. Donc il a trouvé une bonne idée, c'était d'envahir et de rassembler tout son monde pour aller soi-disant récupérer ses terres et le nationalisme, et il a organisé sa fameuse marche verte. Donc aujourd'hui, vous avez donc, le mouvement nationaliste sahraoui qui réclamait son indépendance à l'égard de l'Espagne s'est retourné contre ces deux nouveaux envahisseurs qui étaient le Maroc et la Mauritanie, puisqu'il y avait eu des accords à Madrid pour donner aux deux États le Sahara occidental. Et donc, la guerre a repris, le Polisario a repris la guerre contre ces deux nouveaux envahisseurs. Et les populations sahraouies, une partie de la population sahraoui est allée à Tindouf, où vous voyez sur la carte, dans les camps de réfugiés en Algérie, et donc elle est réfugiée, et l'Algérie, actuellement, elle a 160 000 réfugiés qu'elle a depuis 1975-76, donc sur son territoire, où elle a concédé un territoire à une république qui s'est créée et qui administre ce territoire. Sur la carte de gauche, qui est une carte de la MINURSO, de l'ONU, vous avez l'espèce de cheminement là, c'est le mur de défense que le Maroc a construit, 2700 kilomètres de mur dans le Sahara occidental, parce qu'il se protégeait des attaques du Polisario et des ressources stratégiques qui est le phosphate, parce que là aussi il y a des ressources stratégiques. Donc c'était intéressant de faire la guerre pour être tranquille et mettre son armée loin du palais royal marocain, mais c'était intéressant aussi parce que il y a du phosphate et que ça permet comme ça au Maroc, en exportant le phosphate sahraoui, d'être un des plus gros exportateurs de phosphate au monde. Et donc, vous avez dans la carte à droite les richesses. Alors, le P, c'est le phosphate, c'est donc la mine de Fos-Boukra que vous avez en P, là où c'est écrit P. Et vous avez d'autres richesses naturelles qui sont exploitées et qu'on va voir dans la phase, le truc suivant. Et donc, on a mis le titre, je suis contente qu'il ne l'ait pas enlevé, tu vois, au moins il n'est pas anticolonialiste, ton ordinateur. La colonisation, c'est royal, c'est open bar. Alors voilà, les exploitations illégales des ressources naturelles du Sahara occidental. Alors, vous avez, ah ben tiens, si, il a fait quand même sauter le titre, la pêche. Au-dessus, le bleu, c'est la pêche. Donc, il y a l'agriculture, pardon, excusez-moi, l'agriculture. Donc, il y a 12 sites d'agriculture qui font surtout des melons, tomates. Alors, les tomates Azura, là, quand vous les voyez, vous le mettez de côté. Hein, au supermarché, on ne prend pas Azura. Hein. Les myrtilles, il exploite il y a 4 grands opérateurs de marque. Donc, quand vous avez Azura, Idylle, tout ça, c'est les étoiles du Sud, et les domaines agricoles, c'est le roi. Ça, c'est des trucs au roi. Hein. Pareil. Voilà. Vous avez un agrobusiness en zone désertique, c'est très gourmand en eau. Et donc, il pioche il pompe plutôt que piocher. Il pompe dans la zone, dans la nappe phréatique pour irriguer toutes ces plantations. Et je peux vous dire qu'il y a des myriades de camions. C'est un pays où je suis allé aussi, mais pas en vacances, en enquête plutôt. Et donc, vous avez des myriades de camions qui emmènent et le poisson et les agrumes, enfin toutes qui passent sur la route de côtière. C'est des myriades de camions tous les jours dans les deux sens. Ça monte, ça descend. Et donc, le Polisario a porté devant la Cour européenne de justice ce travail, cette exploitation illégale.
Et il y a eu donc l'accord de pêche et l'accord agricole qui ont été dénoncés par la Cour européenne de justice, a dit que l'accord n'était pas bon parce que cet accord, il comportait des produits qui venaient du Maroc, mais aussi des produits qui venaient du Sahara occidental. Donc il a dit l'accord est valable, sauf qu'il ne faut pas mettre des produits du Sahara occidental. Le Maroc a fait appel à ces décisions de justice. La Commission européenne a dit ben, pour l'instant on continue, hein, on ne va pas s'arrêter en si bon chemin. Et ben oui, on est condamné par la Cour, mais c'est pas grave. C'est voilà, la Commission européenne n'écoute même pas la Cour européenne de justice. Et ils ont continué. Et le Maroc, non, c'est l'Espagne et un autre pays il y a deux pays qui ont fait l'Espagne et la France et l'Angleterre La Hongrie. La Hongrie qui ont fait appel à la décision de la Cour européenne de justice et on attend le résultat. Pour l'instant, on n'a pas encore le résultat de cet appel. Alors, après, vous avez l'exploitation de Boukra. C'est depuis 1976 que le Maroc exploite la mine de Boukra. Avant, l'Espagne est restée actionnaire principal jusqu'en 77, mais après, elle a cédé ses parts et elle a remis en cause les contrats de travail des personnels sahraouis qui travaillaient, qui avaient des contrats espagnols, et les contrats qu'ils ont eu avec le Maroc. Ils supprimaient tout un tas de primes. Ils ont vraiment eu tout d'un coup des suppressions de salaire. Par exemple, il y avait des interprètes, il y avait un tas de choses. Donc, et primes de panier, enfin tout ce que vous pouvez imaginer. Et c'était le plein au moment 77, c'était en plein moment où il y avait l'accaparement du Sahara par l'armée marocaine. Et ils ont fait un mois de grève de recevoir leur paye. Ils travaillaient, ils ne voulaient pas leur payer. Parce qu'ils disaient, on veut plus être payé, on veut être payé en pesetas. C'est pas les dirhams et les pesetas, c'est pas la même chose du pouvoir d'achat. Et puis c'était tellement la répression à l'époque avec les disparitions forcées que les gars ils ont repris le boulot après quand même, et puis ils étaient payés. Mais ils ont beaucoup perdu les travailleurs du secteur minier. Donc, vous avez aussi une ONG qui fait un super travail qui s'appelle Western Sahara Resource Watch et qui estime la valeur de l'exploitation du phosphate entre 327 700 000 dollars et 655 millions de dollars que rapporte. C'est une estimation parce qu'ils peuvent pas avoir les factures, mais c'est par rapport à ce que les bateaux, puisque les bateaux ils doivent déclarer ce qu'ils transportent, ils font une estimation. Alors l'autre secteur qui est très très rentable, c'est la pêche qui est en bleu après. Cette pêche, alors il faut dire que depuis quand il y a eu le cessez-le-feu en 1991, le haut commandement militaire, il s'est reconverti vous avez beaucoup de généraux qui ont eu des bateaux. Ils se sont mis ils faisaient plus la guerre, alors ils pouvaient s'occuper du commerce. Et puis bon, le roi du Maroc, ça ne le gênait pas d'avoir des généraux qui faisaient du commerce. C'était quand même mieux que de venir l'embêter à lui faire des coups d'État. Donc vous avez à peu près les zones côtières du Sahara occidental sont très riches en pêche et vous avez 73% de la quantité de captures annuelles sur la côte côtière et artisanale qui sont déclarées par le Maroc. En fait, ils sont déclarés Maroc, mais c'est des poissons qui viennent du Sahara occidental. Et ces captures, elles représentent à peu près 63,26% du total des poissons, des richesses. Alors, il n'y a pas que les poissons, il y a aussi les poulpes, parce que du côté de Dakhla, les pêcheurs sahraouis nous disaient que les poulpes, ils les pêchent même en période de reproduction. Donc, ça veut dire qu'ils vont aller à l'extinction de cette richesse. Alors, vous avez autre chose aussi qui est très pris, mais ça fait très longtemps, depuis la colonisation espagnole, c'était déjà le cas, c'est le sable. Alors, le sable, ce qui est dommage, c'est que j'ai pas pu prendre des photos parce que c'était l'époque où on avait des pellicules dans les appareils photo et je me suis retrouvée en rade de pellicules. Mais j'ai vu les myriades de camions. C'était à peu près toutes les 3 minutes, il y avait un camion bâché, un énorme camion qui sortait du côté de la plage où ils prennent le sable
et qui partait pour aller au port pour l'envoyer aux îles Canaries. C'est-à-dire que dans la journée, je ne sais pas à quelle heure ça pouvait commencer, mais vous aviez des myriades de camions qui partaient avec du sable. Quel est l'impact à terme, après des années, des dizaines d'années, où on enlève dans un endroit du sable, c'est pas possible qu'il n'y ait pas d'impact sur cette région-là. Alors ça aussi, c'est quelque chose qui est beaucoup plus, qui est très, qui est mis sous le tapis, quand on met le sable sous le tapis, c'est qu'à le dire. Donc, il y a aussi des compagnies pétrolières qui s'intéressent. Alors, comme ce pays est en guerre depuis 1900, on peut dire 73, depuis que le Polisario s'est attaqué à ses colonisateurs, eh bien, on n'a pas pu faire de la recherche au niveau des mines, mais maintenant, avec les satellites, ils arrivent à trouver des choses et on sait qu'il y a de l'or, il y a le nimium, je pense que c'est, des diamants, de l'uranium, il y a des métaux précieux au Sahara occidental, mais on aura peut-être nos amis, parce que on remercie nos amis sahraouis d'être là. On a 4 pays d'Afrique représentés dans la salle quand même, hein. Donc, on a Jamal et Sidamet qui sont, Jamal, le représentant du Polisario en France, qui nous a fait l'amitié de venir, qui pourra répondre à vos questions pour donner plus de détails que ce que j'en connais. Et puis, on a Mohamed Kadami, qui est notre ami du FRUD de Djibouti. Ben, on a naturellement nos amis de Madagascar. Et donc, j'avais dit 4, non, c'est 3 pays. Oui, bah toi aussi, mais tu étais aussi Sahraoui, toi. Voilà. Donc, comme ça, il y aura, pour répondre aux questions de la salle. Et on aura René de Grain qui est aussi, ah bah il y a aussi, oui, notre ami algérien, oh, bah, j'ai perdu, c'est l'âge, qui est là, voilà. Et sur l'Algérie, voilà. Donc après, ce qu'il y a aussi comme accaparement, et ben on accapare aussi tout ce qui va être l'énergie électrique. Donc on a des parcs solaires, des parcs éoliens qui s'installent au Sahara occidental, de l'énergie solaire. Mais tout ça c'était prévu pour partir. Hein. C'est pas pour éclairer les habitants du coin. Hein. Faut pas croire. Hein. C'est comme le plan Borloo de l'électrification. C'était pour faire un truc, un câble qui partait en Europe. Alors, donc, alors ça c'était pour parler de Wagner. Là, c'était le titre sur la présence de Wagner en Afrique. Alors ça, c'est pas un pays particulier. Alors, ah ben ça y est, les titres des pays, ils ont sauté. Le premier, c'était la RCA, République centrafricaine. Donc, les troupes le groupe Wagner est arrivé à l'époque où il était avec son dirigeant Evnegi Prigojine. Ils sont arrivés en 2018 pour motif annoncé, assurer la formation militaire de l'armée. En 2020, le président de la Centrafrique trouvait qu'il s'occupait un peu trop tout seul, faisait un peu trop cavalier seul, donc il a fait appel à Moscou pour renforcer son aide et assurer sa sécurité personnelle surtout. Après, il s'est investi au Soudan, où il a créé, là il s'occupait beaucoup plus de la société minière, des filiales qu'il avait créées de la société minière de feu, parce qu'il est mort, il est mort d'un accident d'avion, voilà, malheureux. Il avait investi dans la mine depuis 2017. Après, au Mali, en 2022, la junte malienne a fait appel pour succéder au contingent français qu'elle avait mis dehors. Et aujourd'hui, le problème, c'est qu'elle dépend maintenant largement de Wagner pour sa sécurité intérieure. Et ce changement a un impact sur les populations maliennes. Les paramilitaires russes, ils sont amenés à protéger en contrepartie la junte, ce qui fait que ils ont un avenir devant eux, et la junte également. Il y a les deux qui sont intéressants. Alors, ils ont été en Libye aussi depuis au moins 5 ans. Dans un premier temps, c'était pour former les combattants de chez le maréchal Haftar, qui est opposé au gouvernement de Tripoli.
Donc, alors ça, c'est une source française. Alors, c'est pas à mettre comme information, entre guillemets aussi, qu'il se présente, il peut être présent dans beaucoup d'autres pays. Mais bon, ça, moi, j'ai pas trouvé d'autres choses à dire. Alors, la mutinerie de Prigojine, les opérations de Wagner en Afrique, elles sont tombées maintenant sous le contrôle d'un général des responsables de services secrets renseignements militaires russes, et son contrôle ne consisterait plus à déstabiliser les gouvernements, mais plutôt à s'assurer de leur avenir et dans des conditions assurer l'avenir des gouvernants à condition d'avoir des contreparties financières sur des droits miniers. Bon, mais ça, c'est aussi des choses sur lesquelles on a du mal à avoir des informations. Alors, ça, l'influence économique. oui, qui est de l'influence économique, quoi. On revient avec les oppositions de bloc. Et puis, on a donc une carte aussi, c'est une carte de TV5 Monde, donc toujours à prendre avec les précautions. Donc, avec la présence avérée dans les pays qui sont plutôt... bon, et pour celle de Madagascar, tu donnes un commentaire, Jean-Claude? Non, non, j'ai pas de commentaire. Si, on va dire que c'est pas... Je crois qu'il y a des tentatives russes de s'infiltrer, mais c'est surtout sur le plan électoral qu'on a eu des péripéties avec les Russes en 2018, parce ils ont soudoyé beaucoup de candidats, dont des candidats religieux. Euh, voilà, beaucoup de sous qui ont été mis par les Russes dans l'élection en 2018, l'élection présidentielle. Et donc maintenant, je pense qu'on va commencer à voir les impacts de cela sur le long terme, parce que je crois que les Russes, ils calculent le long terme sur Madagascar, mais pas le court terme. On a dit à un moment qu'ils s'intéressaient à des minerais, mais pour le moment, c'est pas très confirmé. Mais les gouvernants ne sont pas fermés à ça. Alors, oh là là, encore un titre qui a sauté. Alors, on ne sait pas pourquoi, il y a un petit morceau du titre, c'est tout. Alors ça, c'était pour dire que ça peut pas être... il faut pour mettre un terme à cela, qu'est-ce qu'il faudrait voilà, de quoi on a besoin pour remettre des choses en place et que l'Afrique et ses populations puissent bénéficier et qu'il y ait qu'il y ait un développement durable, un développement intéressant pour tout le monde. Alors, eh ben, les besoins de 10 milliards d'habitants qui peupleront la planète, d'après ce que l'on dit, d'ici la fin du siècle, leurs besoins en nourriture et en autres, ils sont tout à fait possibles de les couvrir avec les richesses qui sont sur la Terre aujourd'hui. Mais la condition, c'est de dissocier les échanges entre les pays de la loi du marché, qui par nature gaspille, surexploite les ressources pour enrichir une infime partie de la société humaine sur le dos de l'immense majorité de la société. Et donc, en Afrique, ça commence par des réponses aux besoins des populations à partir de la mise en valeur et du soutien de ce qui fonctionne, puisque 80% de la nourriture consommée sur le continent provient de l'agriculture paysanne, de la pêche artisanale et de l'élevage pastoral, et en associant les femmes qui sont déjà mobilisées dans les luttes des communautés, et en émancipant les institutions africaines et panafricaines des logiques des mécanismes de la finance internationale pilotés par l'OMC, le FMI, la Banque mondiale et leurs satellites. Et donc, oh là là là, qu'est-ce qui a sauté là alors, c'était les perspectives, c'est toujours dans les perspectives. On a donc des communautés locales qui agissent dans les luttes des collectifs nationaux et transnationaux.
où vous avez, il peut y avoir aussi des autorités nouvelles qui arrivent. On est attentif à regarder ce qui se passe au Sénégal, par exemple, où les autorités très vite ont décidé de certaines mesures. Donc, des autorités nouvelles issues de mouvements, issues de luttes des populations, avec bon, les formes qu'ils ont trouvées. Mais là, en l'occurrence, là, c'est la forme électorale, qui prennent rapidement des mesures anti-impérialistes concrètes pour donner les moyens d'une souveraineté politique, économique et culturelle de leur pays. Voilà, c'est ça, c'est la souveraineté d'un pays et de sa population par rapport aux politiques, à l'économie et à leur culture. Alors, il faut aussi dire qu'il y a de nouvelles solidarités, au niveau de la solidarité internationale, il y a des nouvelles types de solidarité par rapport à l'époque de la lutte des indépendances en Afrique. Il y a des nouvelles formes de solidarité qui associent les anciennes, les classiques, mais qui appellent des nouveaux objectifs, comme naturellement rester en justice pour défendre ces communautés. Et y compris dans les pays, vous avez des mouvements, je pense à la jeunesse, oubliez de marquer ça à l'intérieur de la première, dans les communautés locales, il y a aussi des mouvements de jeunesse intéressants. On l'a vu pour chasser le dictateur du Burkina Faso, il y avait le mouvement, le ballet citoyen, il y avait Y'en a marre au Sénégal, la lucha en République démocratique du Congo, il y en a aussi au Cameroun, ce sont au Congo, le Tournons la page, enfin, c'est des mouvements de jeunes qui ne veulent pas à obtenir des postes politiques, ils cherchent pas à créer des partis politiques, ils sont des alertes et ils posent des problèmes sur tel et tel problème, et on voit la lucha qu'on connaît un peu mieux parce qu'on a eu un ami de la lucha qui est venu ici en réunion, et en ce moment il est là-bas, ça chauffe, et donc, c'est des jeunes, ils sont aussi bien sur la viabilité dans les villes, que les voies, elles soient viabilisées, qu'il n'y ait plus des torrents de boue quand il pleut dans des rues. Ils sont aussi bien sur que l'État s'occupe de la sécurité physique des habitants par rapport à la guerre. Ils interviennent sur le quotidien des gens. Voilà, et c'est des groupes de jeunes, et il y en a qui ont perdu la vie, il y en a qui se sont fait. Il y a eu un beau film qu'on a passé ici où on voit que ce responsable de la lucha, il a été brûlé chez lui, ils l'ont enfermé, ils l'ont brûlé sa maison et lui dedans. Hein. Et c'est vraiment, c'est des mouvements qui sont sur le fond. Donc, il y a ces mouvements de jeunes qu'on a oublié faudra le rajouter à ces trucs là. Et puis, on a des mouvements transnationaux qui se sont créés aussi. Et c'est ça l'intérêt, c'est qu'il y a aussi des organisations qui sont là pour non pas remplacer les mouvements de paysans par rapport surtout au consortium Bolloré, c'est-à-dire qu'ils sont là pour donner des armes juridiques, techniques, sur des rapports d'experts qu'ils font, et pour que les gens puissent aller en justice et aussi mener des luttes transnationales, et c'est celle contre le consortium Bolloré est particulièrement intéressante parce que vous avez des communautés paysannes de 5 ou 6 pays africains, au moins 5 pays africains qui sont ensemble, Cameroun, Sierra Leone, Côte d'Ivoire, Nigeria, et puis Sierra Leone. Et aussi avec le Cambodge, en Asie, c'est-à-dire une lutte transnationale sur le même consortium. Ils le mènent ensemble. Et ça, c'est un soutien super intéressant de la part de ce collectif qui est animé. Il y a beaucoup le React, il y a Grain qui est dedans. Enfin, ça, c'est intéressant d'avoir ce type de militants qui soutiennent et qui militent pour l'émancipation de l'Afrique et des populations africaines sans les remplacer, mais de leur donner un soutien important. Et donc, on en a cité quelques-uns, y compris le CADTM contre la dette, par exemple. Voilà. Le REACT, la Confédération paysanne, enfin, on en a oublié là. Et puis, pour le Sahara, il y a l'association, c'est les Norvégiens qui sont
qui animent ce mouvement pour solidarité. Et alors, on a voulu mettre une des victoires de ces mouvements, c'est pour dire qu'à un moment donné, même quand il y a des transactions qui ont été faites, les communautés paysannes continuent à lutter contre. Et par exemple, de 2000 à 2015, il y avait plus de 65 transactions foncières qui avaient été conclues en Afrique pour planter des palmiers à huile sur 4,7 millions d'hectares. Et les résistances des communautés villageoises aguerries à défendre leur environnement ont permis de réduire très sensiblement le nombre et la superficie des transactions. Donc, c'est-à-dire que même quand ils arrivent à faire et là, vous avez la photo d'un rassemblement de leaders de communautés africaines implantées où il y a les palmiers à huile qui s'étaient réunis au Cameroun, à Ndiane. Voilà. Donc, on a voulu finir cette présentation peut-être un peu longue, excusez-nous, on est bavard, sur voilà, les visées et les enjeux impérialistes qui se situent en Afrique. Est-ce qu'on a répondu, Monsieur Cruzel, à vos attentes? Merci à vous deux. Et on a Ah oui, attends, on fait une pause pour parler de l'enregistrement. Alors, arrêtez le partage, c'est pas ça? Non. Alors, attends, quand on arrête ça? Donc, je vais le faire. Et c'est pas. Il y a un instant, tu donnes la parole. Alors, on voulait faire suivre cette intervention avec un